Bonsoir, soyez les bienvenus au Nouveau Monde. Ce soir, nous avons décidé de faire escale en Polynésie française, en plein milieu du Pacifique. Alors le cadre est paradisiaque, certes, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui entoure l'île de Moorea. En effet, nous nous trouvons en plein lagon et quand on met la tête sous l'eau, on se rend compte que des milliers de poissons vivent en parfaite symbiose avec le récif de corail. C'est un combat de tous les jours, un combat pour la survie avec les prédateurs qui règnent ici, combat pour les poissons et pour le corail lui-même. Nous allons donc voir ensemble ce qui motive une mission scientifique internationale qui s'est établie ici depuis quelques années maintenant. Une mission scientifique qui est dirigée par des scientifiques français. René Galzin, qui est chef de mission, va tout nous dire sur les mystères qui entourent la vie à la fois des poissons et du récif. On va le retrouver immédiatement. Bonsoir René. Bonsoir Olivier. On se tutoie ici, hein. Il paraît que c'est plus sympa, c'est la tradition. En Polynésie c'est la coutume, et oui on se tutoie. D'accord, parfait. Que fais-tu ici de nombreuses semaines, voire parfois de nombreux mois dans l'année? Je travaille sur les poissons des récifs coralliens depuis 20 ans. Alors qu'est-ce qui fait que cette passion continue depuis 20 ans? Est-ce que c'est d'ailleurs lié à la mission qui t'intéresse cette année et qui donc a pour enjeu à la fois les poissons et le corail? Être biologiste marin et pratiquer son métier en Polynésie française, c'est quand même agréable parce que tu verras quand on va aller plonger, c'est un milieu assez fabuleux. C'est une mission internationale avec une équipe australienne et des Américains et c'est pour travailler sur les poissons essentiellement et le problème de la reproduction des petits qui vont dans l'océan et les petits qui reviennent en masse coloniser les lagons. L'enjeu de la mission, c'est de comprendre les mécanismes de retour de ces larves dans les lagons. Les petits s'en vont et reviennent à la maison en fait. Exact. Bon, et nous assisterons ce soir, on pourra assister, tu crois, au retour de ces larves? Ce soir, c'est le grand rendez-vous, c'est la nuit sans lune et en principe, il devrait y avoir plein de larves qui franchissent la crête et qui reviennent dans les lagons. Pourquoi ici on a comme ça des espèces d'amas c'est du corail ou bien des rochers sur lesquels se sont posés du corail? Un corail pour pousser, il a besoin d'un substrat dur au départ. C'est-à-dire la larve de corail qui va arriver de l'océan comme les poissons, elle va se promener et quand elle trouve un endroit dur pour se fixer, elle se fixe et ça donne une colonie. Un corail, ce qu'on appelle un corail, c'est un animal comme une méduse qui forme des grandes colonies. Donc l'animal se fixe au départ et puis ça forme toute la colonie. Et c'est pour ça que tu vois des colonies isolées. D'accord, d'accord. Olivier, t'essayes de pas trop de toucher au corail, sinon tu vas t'abîmer. Là, tu navigues sur les parties de sable et tu peux mettre les pieds par terre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas énormément de poissons autour de ces patates comme tu les appelles? Parce que tu leur as fait peur et quand on est arrivé, ils se sont tous cachés dans les trous. Ah d'accord. Là, on va prendre un peu de recul si tu veux et on va aller voir les poissons. C'est des poissons comment? On les appelle comment ceux-là? Ça, c'est les poissons papillons, ils sont toujours par deux. Il y a le mâle et la femelle et ils ont vraiment un comportement de couple très très fort. Mais ils sont de la même couleur. Ils sont de la même couleur et tu ne peux pas reconnaître, il n'y a aucun caractère sexuel externe. Tu ne peux pas reconnaître de l'extérieur quel est le mâle et quelle est la femelle.
exemple, au niveau des espèces de poissons, si on devait les répertorier, combien? Ben, moi je te dis, à Montréal, l'inventaire, la liste que j'ai, c'est 330 espèces de poissons à Montréal. Mais ici, dans cet espace un peu clos, à mon avis, tu peux arriver jusqu'à 150 espèces de poissons et on peut dénombrer 30 espèces de corail. Mais 150 espèces, c'est peu, c'est beaucoup? Par rapport à la Méditerranée, tu ferais la même plongée. Là, on a plongé quoi, demi-heure et tu as dû voir une cinquantaine, soixantaine d'espèces. On aurait plongé en Méditerranée, tu aurais vu 15 espèces, c'est tout. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, encore une fois, c'est quand même beaucoup plus riche que près de chez nous. Hein. C'est plus riche que chez nous. Bon, écoute, puisque nous parlons des poissons, enfin de tous ces animaux qui vivent dans la mer, je vous propose maintenant d'aller pas très loin d'ici, c'est à quelques centaines de kilomètres, à Rangiroa, une autre île de Polynésie, où là, eh bien, un scientifique américain, Michael Poole, analyse, observe, étudie les dauphins, ces grands mammifères marins, et il y a, paraît-il, une espèce de dauphin qui en a adopté une autre. Et il paraît que c'est absolument étonnant, même au départ absolument inenvisageable. On va voir ça tout de suite, et puis après on continuera de parler des espèces de poissons, et avec on ira peut-être plonger dans le Grand Bleu. Tu es un bon plongeur, on va aller dans le Grand Bleu sans problème. Parfait. Cet homme n'est pas un simple touriste atteint de dauphinomania. Michael Poole vit depuis 10 ans en Polynésie française, où il étudie le comportement des dauphins et des baleines. Professeur d'université en Californie, directeur d'un programme de recherche sur les mammifères marins, il recense les différentes espèces depuis 18 ans partout dans le monde. Et donc, tout simplement, je trace les contours de la nageoire. Il n'y a pas deux dauphins qui ont la même nageoire dorsale, tout comme deux êtres humains ne peuvent pas avoir le même visage. Ici, vous voyez les traces de morsure d'un requin sur la nageoire dorsale de ce dauphin, juste là. Aucun autre dauphin au monde ne possède exactement la même nageoire. C'est donc la carte d'identité de cet animal que nous avons baptisé de morsure numéro 9805 de Rangiroa. Nous pouvons retirer ceci de la photo, le positionner ici et nous avons la carte d'identité de ce dauphin. Les nageoires dorsales l'intéressent particulièrement car elles lui permettent d'identifier les cétacés. Témoin des multiples incidents de la vie, la dorsale du dauphin devient une véritable fiche anthropomorphique. Même après 18 ans d'expérience à travailler avec les dauphins et les baleines, il y a encore des choses qui m'émerveillent. L'une d'entre elles est cette incroyable association d'il y a 4 ou 5 ans à l'atoll de Rangiroa entre un groupe de grands dauphins et un bébé dauphin à long bec. Je ne sais pas exactement si ce bébé à long bec avait été adopté par les autres dauphins ou s'il s'agissait d'un hybride entre ces deux espèces. Si je devais faire une comparaison de cette situation pour que les gens puissent bien comprendre, c'est comme si un groupe de chimpanzés adoptait un bébé babouin. Ou que ce groupe de chimpanzés créait un hybride avec un groupe de babouins. Imaginez un chimpanzé femelle s'accouplant avec un babouin mâle pour donner naissance à un hybride. Sur cette photo, on peut voir la différence de taille évidente entre les grands dauphins et ce dauphin à long bec beaucoup plus petit. On peut également voir que le bec du petit dauphin est beaucoup plus long que celui de l'autre. Sur cette photo-ci, nous avons 3 animaux qui accompagnent la course d'un bateau. On peut voir que 2 d'entre eux sont typiquement des grands dauphins, tout comme Flipper, alors que le 3e, un dauphin à long bec, est très différent. On a donc là une chose remarquable, une chose unique au monde. Grâce au réseau Internet, les gens m'envoient des photos et des vidéos de leur promenade en mer. J'ai reçu ces images vidéo d'un couple américain et je n'en croyais pas mes yeux. C'est incroyable. Voici notre dauphin à long bec, juste ici, avec un groupe de 4 grands dauphins. Michael ne cache pas son étonnement et son enthousiasme pour ce phénomène d'adoption apparemment unique au monde et qui reste une énigme. Il faudra plusieurs années d'études pour parvenir à élucider ce mystérieux comportement. Michael estime que l'on connaît à peine le quart de tout ce qu'il y a à découvrir sur ces mammifères.
imprimés sont envoyés aux différentes sociétés de location de bateaux en Polynésie afin que les navigateurs fassent état de leur rencontre avec les dauphins. C'est le point le plus important. Je leur demande s'ils ont pris des photos ou des images vidéo des animaux. Et voilà le résultat. Grâce à Internet, nous savons qu'il existe maintenant au moins 24 espèces différentes de dauphins et de baleines en Polynésie française. Peut-être y en a-t-il davantage, mais nous avons suffisamment de photos, d'images vidéo et d'informations pour établir qu'il y a ici au moins 24 espèces. Nous l'ignorions jusqu'à ce que je crée ce site sur Internet. Afin de vérifier si le dauphin à long bec se trouve toujours avec ses parents adoptifs et pour surveiller son comportement au sein du groupe, Michael se rend à l'atoll de Rangiroa, situé à 3 heures de vol de Tahiti. Rangiroa est le deuxième lagon le plus large au monde. Il est si large que tout l'archipel de Tahiti tiendrait à l'intérieur. Un tiers des espèces de dauphins et de baleines vivent ici. Et je pense que je resterai ici pour le reste de ma vie. Michael est toujours à l'écoute des habitants. Il interprète les nombreuses légendes véhiculées sur le comportement des dauphins. Il recueille aussi des informations précises sur les lieux où ils ont été récemment observés. Cet Américain a adopté le style de vie des Polynésiens dont il parle couramment la langue. Direction Tiputa, à l'entrée de la passe de Rangiroa. Michael a rendez-vous avec Anne et Stéphane du club de plongée Remmanta pour aller à la rencontre des dauphins. Nos amis sont sûrs que les dauphins, attirés par la vague d'étrave et le bruit du moteur, viendront surfer devant l'énorme navire de croisière Paul Gauguin. Sur la tête. 3 spots de 3. Oui. C'est 3 spots. Je le reconnais dans sa marque blanche. J'aime bien ce dauphin. Ils reprennent toujours la même vague, hein, toujours au même niveau. Ils cherchent le surf. Ils prennent l'énergie derrière. Et ils reprennent la suivante, c'est toujours la même vague. Ils reculent, ils reprennent la même vague et ça continue. Hop, sur le dos, sur le ventre, hop, hop, derrière tout le groupe. Allez. Attention. Côté du bateau. Ils ont changé de côté, ils sont sur l'autre vague. Ils sont là. C'est un peu comme Disneyland, ils ont des bons jeux ici. C'est un endroit unique du monde pour s'amuser. Dauphin, 3 heures. Les dauphins se reposent, dormir on peut dire un peu, avec un hémisphère de leur cerveau alternativement. C'est-à-dire ils dorment avec l'hémisphère à droite et l'hémisphère à gauche est réveillé pour contrôler leur façon de nager et aussi leur respiration. Parce que chez les dauphins, la respiration n'est pas automatique comme chez nous. Donc ils sont obligés d'avoir un hémisphère bien réveillé pour contrôler leur système de respiration. Donc après un temps, ils le changent et c'est l'autre hémisphère qui est réveillé et l'autre hémisphère en train de dormir. Ils vont prendre la même, Ils sont dans la vague. Ils surfent le bateau. Michael, on dit que les dauphins, c'est les rares animaux qui existent, qui font l'amour seulement pour le plaisir et pas seulement dans un but de reproduction. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça c'est tout à fait vrai, Yann. La plupart des animaux, ils font le sexe que pendant une toute petite période, pendant la période d'ovulation chez les mammifères, où la femelle peut devenir enceinte. Et en dehors de cette petite période, ils ne font pas de sexe. Mais les animaux comme les dauphins, qui ont beaucoup de temps libre, qui habitent dans une société assez serrée, peuvent utiliser le sexe pour les autres choses.
Ça fait partie des relations sociales du groupe. C'est une chose sociale, tout à fait. La passe de Rangiroa, aux eaux tourmentées, n'est pas seulement connue pour ses dauphins, mais aussi pour sa faune sous-marine exceptionnelle. Les échanges entre le lagon et l'océan favorisent la production de plancton, une nourriture qui attire de nombreuses espèces marines. Si on pense sur la savane d'Afrique, on peut voir des antilopes, des zèbres, des girafes, des lions, des jacals, etc. Et c'est un peu comme ça ici à Rangiroa. Tu vois des milliers des animaux, de différentes espèces. On voit des poissons qui mangent des petits poissons, jusqu'au niveau du requin et même les dauphins. Donc c'est une bonne comparaison, cette savane d'Afrique, mais c'est sous l'eau. Michael évolue avec aisance au milieu des requins, éternels frères ennemis des dauphins. Il les filme afin d'étudier le comportement de ces redoutables concurrents et recueillir ainsi de précieuses informations sur les relations entre les deux espèces. Stéphane fait du bruit pour attirer les dauphins qui disposent d'un outil leur permettant de voir, si l'on peut dire, tout ce qui se passe autour d'eux, le sonar. Les cétacés émettent des ultrasons qui rebondissent sur les objets rencontrés et reviennent en écho pour être instantanément traduits en images par le cerveau. Menacé par un requin, le dauphin ne se laisse pas faire et chasse l'intrus sans ménagement. C'était bien passé. Vous avez bien vu? Oui. Michael, est-il possible, comme un flipper dans la série, d'émettre des sons, enfin, que les tursons émettent des sons par la bouche? Dans la série télévisée Flipper le dauphin, tu vois Flipper en train de danser sur sa queue comme ça, avec sa bouche en train d'ouvrir et fermer comme ça, et fait le son. Un peu comme ça. Les dauphins font le son, c'est vrai, Flipper peut faire du son, mais ça ne sort pas de la bouche. Pas du tout. En fait, quand il produit le son, ça sort du ventre, au-dessus du trou, au-dessus de la tête, ou sinon directement de la tête. Ils ont des chambres d'air, des ballons, des sinus sont faits comme nous, mais très compliqués, très complexes. Et ils passent l'air dans le sinus, et c'est comme ça qu'ils produisent le son. Et ne sortent jamais de la bouche. Et c'était que le Hollywood qui lui a fait ouvrir sa bouche comme ça. C'est pas vrai. Bonjour Yannick, je te laisse revenir. Alors t'en as profité en fait pendant que je rejoignais ton bateau pour aller en fait chercher ce qu'on appelle un corail, c'est ça? Ben oui, une colonie de corail. Ah, c'est une colonie de corail, c'est-à-dire qu'en fait quoi? Le corail lui-même, c'est une de ces petites boules? Voilà, un de ces petits points là qu'on voit.
ça correspond à un individu. Oui. Et cet ensemble-là, c'est plusieurs centaines d'individus qui sont associés pour faire cette colonie, quoi. Qu'est-ce que tu faisais avec ta planche là? Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du mantato. Du quoi? Du mantato, c'est un terme anglo-saxon. Bon, ça a été inventé par les Australiens, oui, hein, sur la Grande Barrière de Corail pour faire de la surveillance. Alors c'est quoi exactement que cette surveillance? Elle consiste en quoi? Explique-nous un peu quelle est ta méthode de travail par rapport à cette observation. Le but du jeu avec cette planche qui est traînée par le bateau, c'est de faire des observations sur des grandes distances. Oui. Et d'essayer de voir, d'essayer de noter certaines variables du récif corallien, comme les pourcentages de recouvrement, et lorsqu'il est en mauvaise santé, c'est-à-dire lorsqu'il y a des problèmes comme du blanchissement ou des infestations par certains prédateurs, de voir quel est l'état de santé de ce récif. Donc sur cette planche, on a des catégories de recouvrement, hein, des petits repères visuels qui permettent de reporter sur le tableau de relevé quel est le pourcentage de recouvrement qu'on observe de la surface ou en descendant un petit peu sur le fond. Alors donc en fait il y a différentes catégories, je vois sain, blanc, fluo, il y a du corail fluo? Oui. Mort. Et ça c'est la visibilité. Alors le blanchissement du corail, il est dû à quoi généralement? Pourquoi le corail blanchit? Parce qu'il expulse des petites algues qui lui donnent sa climatation. Voilà. Il paraît que le phénomène El Niño est entre autres responsable du blanchissement de certains récifs, c'est vrai? Oui, le phénomène El Niño qui est donc un bouleversement climatique à grande échelle se traduit pour la Polynésie par une augmentation de la fréquence des cyclones et aussi par une augmentation anormale de la température de l'eau en été austral, quoi. Ce qui veut dire que quoi, l'eau généralement est à quelle température ici? Disons qu'au maximum, normalement, elle doit atteindre 28-29. Et si elle dépasse de 1 ou 2 degrés cette température, les coraux sont stressés et ils blanchissent. Ah, le corail stresse vite. Dès qu'on dépasse de très peu les températures qu'il peut supporter, il stresse assez rapidement. 1 degré en trop ou 2 degrés en trop, ça suffit pour le faire stresser et blanchir. René? Oui. Ah, tu es là. Bon, ben on se voit tout à l'heure. Hein? Oui. Bon, parce qu'on parlera de la mission et puis j'ai 2-3 renseignements à te demander. D'accord. Tu vas venir avec James là? D'accord, d'accord. Tu vois Raymond peut-être? Oui, je vais voir Raymond, oui, okay. Je vais voir Raymond. À tout de suite, hein. Ah, mais voilà. Bonjour Raymond. Raymond Lecomte. Vous travaillez sur quoi exactement? Sur l'évaluation de l'âge des poissons. On peut trouver l'âge du poisson? Bien sûr, à partir de l'otolithe. C'est une concrétion minéralisée qui se trouve dans l'oreille interne des poissons. Alors, otto, oreille, lithos, la pierre de l'oreille, quoi. C'est un caillou? C'est une sorte de petit caillou, oui. Hop, voilà le caillou. L'âge se calcule par rapport à des marques concentriques qui sont disposées autour d'un noyau, un peu comme les troncs d'arbres. Oui, oui. Hein, donc ça fait des cercles concentriques et on compte les cercles concentriques. Et chez les larves, par exemple, un cercle concentrique correspond à 1 jour de vie. Donc c'est intéressant pour nous de connaître la durée de vie larvaire dans l'océan. Au jour près? Au jour près. Même les calistes, l'individu est plus ou moins gros, quoi. Ce qu'on a vu tous les deux en mer, quand tu es là tiré par le bateau, c'est une étude sur une longue portion du récif. Cette technique permet spécialement d'étudier et de surveiller le récif sur des grandes distances, quoi, hein. Et il paraît que tu as une autre méthode de travail pour des portions plus petites. Voilà, il y a une méthode qui est beaucoup plus précise, qui donne des chiffres bien plus précis, oui, mais par contre qui est beaucoup plus localisée. C'est laquelle? Donc c'est la méthode dite de cadra. Donc on prend un cadre de 1 mètre sur 1 mètre, un carré qu'on pose sur le fond et qu'on photographie. Je
repose mes cadrans exactement au même endroit. Et donc quand je reviens plusieurs fois, je prends exactement les mêmes photos, sauf qu'entre-temps le corail a évolué. On arrive à partir de ces deux photos qui sont donc informatisées à les superposer et avoir des différences de croissance. C'est comme si tu faisais ça, comme ça, hop, tu mets ça et ça fait ça, et ça te donne quelque chose comme ça. Tout ce qui est jaune clair ici, c'est la différence entre 93 et 94. Donc on voit la croissance du corail, qui est très visuelle ici, sur cette image. Ça peut t'aider pour d'autres choses? Ça permet de travailler sur d'autres choses, comme la compétition entre les coraux, puisqu'il y a certains coraux qui poussent et qui empêchent les autres de croître, etc., entre espèces. Ah oui, d'accord, il y a des espèces plus puissantes que d'autres. Il y a des, entre guillemets, des combats entre espèces. Ah oui. De coraux. Alors, elles arrivent par certaines interactions chimiques et physiques aussi à se partager l'espace comme ça. Il y en a ici des acidies ou pas? Oui, il y a des acidies, oui, en Polynésie française. Ben là, on va partir où un chercheur, Claude Monniot, intervient depuis quelques temps maintenant. Il les observe, il les étudie afin de voir dans leurs entrailles ce qu'elles contiennent, car paraît-il, on pourrait trouver là peut-être la solution pour guérir certaines de nos maladies. Comment imaginer que nous sommes ici sur un bras de mer au bord de l'océan? Au nord de Djibouti, cette forêt exceptionnelle, c'est la mangrove, la seule dont les arbres s'abreuvent d'eau salée. C'est un véritable réservoir de vie animale. La mangrove abrite un petit animal pas spectaculaire pour 2 sous. Cet animal, c'est lui. Son nom, Asidi. Cette espèce est cependant très recherchée. Les substances qu'elle sécrète pourraient bien un jour permettre de combattre virus, bactéries et peut-être même des tumeurs cancéreuses. On n'est pas extrêmement clair, d'habitude. Depuis 40 ans, Claude Monniot, spécialiste mondial des acidies, les étudie dans son laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle. Mais ses recherches ne s'arrêtent pas là. C'est sur le terrain que Claude trouve, décrit, inventorie de nouvelles espèces. Son instinct de chasseur le pousse à traquer l'acidie aux 4 coins du monde. Des 50 à 60 espèces d'acidie estimées à Djibouti, moins de 10 ont déjà été recensées. Alors c'est un groupe que personne ne connaît, qui n'a pas d'allure visible, c'est-à-dire quand on voit un crabe, on dit c'est un crabe, quand on voit un oursin, on dit c'est un oursin, quand on voit une acidie, on n'a pas idée même que c'est un animal. C'est très difficile à reconnaître par rapport par exemple à des éponges encroutantes, des éponges qui font des croûtes minces. Seulement, à l'intérieur, ce n'est pas du tout la même structure. Mais il m'arrive, malgré toute mon expérience, de ramasser des éponges en croyant que c'est des acidies et de laisser tomber des acidies en croyant que c'est des éponges. Les acidies vivent dans toutes les mers du globe et à toutes les profondeurs. C'est une espèce exclusivement marine, incapable de s'adapter à l'eau douce. Les capacités physiques de ce chercheur passionné relèvent davantage du sportif que de l'idée reçue du scientifique en blouse blanche. Cette recherche perpétuelle n'altère ni sa patience ni sa persévérance. Aujourd'hui, la récolte s'effectue sur les racines des palétuviers, mais les acidies peuvent vivre aussi, comme les éponges, fixées sur des roches. Ne pouvant alors fuir un prédateur ou se débarrasser d'un parasite qui se fixerait à leur surface, elles ont donc dû développer au cours de l'évolution un moyen de défense très efficace. Elles sécrètent des substances toxiques qui les protègent de toute attaque, comme celles de bactéries infectieuses par exemple. Ces substances pourraient donc donner naissance à de tout nouveaux médicaments. Tu vois, c'est pas très spectaculaire. Simplement, c'est un peu mou.
L'enjeu scientifique de cette recherche a aussi ses servitudes. Ces curieux animaux marins n'aimant pas le soleil, il faut les trier, les répertorier rapidement afin qu'ils ne s'abîment pas sous la chaleur tropicale. Claude prend des notes, les photographie et les plonge dans du formol qui les conservera jusqu'à l'étude en laboratoire. Sur ce micro-bout de corail mort, il y a donc l'espèce que j'ai récoltée et je m'aperçois à côté qu'il y a une petite acidie simple qui fait moins du centimètre que je n'avais pas vu dans le fond. Alors en général je prends les animaux avec des pinces parce que là maintenant ils sont fixés dans du formol et c'est bien agressif pour les mains. Ah, j'ai oublié de noter qu'il y avait une petite acidie simple avec. Pour 15 jours de plongée, il y a pratiquement 1 an de travail au laboratoire. Après la dissection, tous les organes et tous les détails qui permettent de faire l'identification deviennent visibles. C'est-à-dire la forme du tube digestif, la forme de l'anus, la glande hépatique qui permet la digestion. On voit 2 grands organes qui sont les organes génitaux. La partie ici, qui est la partie femelle de l'organe, et toute cette partie femelle est en boudin et est entièrement recouverte par la partie mâle, car ce sont des animaux hermaphrodites. L'acidie est un animal étonnant qui se comporte comme un filtre. Il se nourrit en ingérant de l'eau comportant de minuscules substances nutritives, puis la recrache une fois les substances retenues dans le tube digestif. Plus étrange encore, il est capable de reconstituer son système nerveux lorsque celui-ci est endommagé ou détruit. C'est tout à fait particulier et unique dans le monde animal. Claude n'est pas seul dans sa quête. L'expédition Oracea, une équipe de scientifiques et de plongeurs, a pour objectif la récolte de nouvelles espèces d'acidie. Ces animaux n'ont pas été étudiés depuis 1905 et jamais étudiés directement en allant dans l'eau, jamais en plongée. Donc c'est pour ça que je suis ici, dans cette équipe. Dans cette campagne, je suis en train de récolter des animaux qui vont servir pour faire des essais de biologie moléculaire. Mais le plus gros travail des systématiciens, c'est malgré tout l'inventaire de la biodiversité, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, et qui est très mal connu. Beaucoup de pays se sont rendus compte qu'ils avaient sur leur territoire une richesse en espèces qu'ils ne soupçonnaient pas. Donc, pour conserver cette richesse d'espèces, ils sont obligés de les étudier, de les inventorier, pour savoir quoi protéger, comment protéger, et quel est, au fond, le patrimoine naturel d'une nation. Et le systématicien est l'homme de base pour ce travail, et c'est lui seul qui peut le faire. Déjà ? Ouais. Le sac est plein. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau là ? Bon, j'ai ramené quelques petites bêtes, et en particulier des bêtes qui sont dans les trous du corail, très profonds et qu'il faut avoir en marteau et au bureau. Alors là, c'est vraiment pas facile à voir ce genre de choses. En voilà d'un beau rouge, de blanc, des noirs, des brunes. Tout ça, ce sont des acidies. Ce sont des espèces d'écroutes colorées. Et à l'intérieur, donc voilà encore une autre espèce ici. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 espèces d'acidies sur le même bout de corail.
son arrivée au camp, Claude est loin d'en avoir fini. Il dresse un premier bilan de la journée. Il arrive qu'une fois à terre, on se rende compte de quelques petites confusions sous-marines. Là, je me suis trompé, j'ai cru que c'était une insidie et c'est une algue. Sous les tropiques, la nuit tombe vite. Il faut ranger le matériel et préparer le tri. Après 40 ans de passion, l'attirance de Claude pour les acidies est restée intacte. Ça c'est le corail, la partie vivante du corail. Ça c'est la partie morte. Et là, il y a une compétition entre l'acidie et le corail. L'acidie ne peut pas ou a beaucoup de mal à pousser sur le corail vivant. À l'heure actuelle, il y a de très grosses équipes qui travaillent à la recherche de produits pharmaceutiques nouveaux produits par les animaux. En particulier les éponges et les acides. Parmi ces spécialistes, Jean-François Briard, professeur à la faculté de pharmacie de Nantes et responsable de l'expédition. Ce qu'on espère trouver, ça va être, en fait, c'est dans 3 domaines bien particuliers, puisque c'est ça l'objectif de la mission, à notre niveau. C'est d'une part des médicaments actifs sur le cancer, ça reste toujours une maladie pleine de notre époque, également contre certaines maladies provoquées par des virus, et le virus du sida bien sûr, et puis également d'autres médicaments plus spécialisés qui jouent dans les greffes, la prise des greffes qui permet à l'individu de supporter plus ou moins bien une greffe d'organes. Dans le cadre de l'équipe, la présence de Claude Nognaud, qui est un systématicien, donc qui est là pour identifier les espèces, est évidemment fondamentale, puisqu'il faut absolument que l'on sache exactement ce que l'on prélève. Acidies d'1,50 m, ça n'existe pas, chef? Si, ça existe. Bon. Mais dans les pays froids. Ah ouais? Oui. Et on vient ici Oui, c'est dans les pays froids où il y a les plus grandes espèces. À partir des substances toxiques prélevées sur les acidies, il faudra des années de travaux et de tests en laboratoire pour arriver à élaborer un médicament. Il est probable que c'est dans la mer et dans les acidies en particulier que des médicaments essentiels seront trouvés dans les années à venir. Les poissons, c'est aussi la base de la nourriture ici en Polynésie, ou bien non, en fait, ils se sont rabattus sur la viande depuis quelques années? Non, le poisson, ça reste la base de la nourriture du Polynésien, et si tu veux, le lagon, pour le Polynésien, c'est un espace de liberté. Donc nous, les popas qui venons de métropole, oui, il faut faire très attention dans tout ce qu'on peut dire pour le lagon, parce que le Polynésien a l'habitude tout le temps d'aller pêcher au lagon et trouver de quoi se nourrir. D'accord, donc le lagon, c'est comme un grand supermarché dans lequel on va faire ses courses, quoi. Voilà, oui. Le rythme de vie ici a l'air d'être très différent de la métropole, forcément, parce que le cadre n'est pas le même, mais la notion du temps même est différente. La notion du temps est différente. Pour le Polynésien, si tu veux, dans sa culture, demain, ça n'existe pas. Pour un Polynésien, il vit le jour, et quand tu veux prendre des mesures de protection, par exemple, tout ça, ils te disent, mais nous, on n'y est pas habitués. Moi, de toute façon, aujourd'hui, j'ai de quoi manger. Si demain, il n'y a pas, c'est pas mon problème, ils verront demain. Ah oui. Pour le Polynésien, demain, ça n'existe pas. Sur la durée, est-ce qu'il y a des choses importantes qui ont changé? Le récif a quand même subi pas mal de dégradation depuis ces 20 dernières années. Mais bon, de suite, je vois, tu vas me poser d'autres questions. La pollution, tout ça. On ne peut pas dire que ces dégradations soient dues uniquement à l'homme, parce qu'il y a des phénomènes naturels qui se passent. Il y a des phénomènes naturels dans les récifs coralliens, c'est des cyclones. Par exemple, de temps en temps, les îles polynésiennes reçoivent un cyclone, et je puis t'assurer qu'un cyclone fait beaucoup plus de dégâts qu'une pollution humaine dans le lagon. Parce qu'un cyclone, quand ça passe, ça détruit tout, et jusqu'à 30 mètres de profondeur, tout est détruit.
Moi, je vais me mettre dans l'araignage. Et eux seront sur. Olivier, t'as vu, je prends mon arme. Si jamais il y a un requin qui t'attaque, T'as pris ton coutelas? Ouais, je te défendrai. Hein. Dis-moi René, pourquoi les surfeurs sont si loin du rivage ici? Contrairement aux îles Hawaï, en Polynésie, il n'y a pas de vagues de plage. Les seules possibilités de faire du surf, c'est ici aux abords des passes. Et donc, ils font du surf sur pratiquement 50 cm d'eau, et dessous, il y a les coraux. Donc tous les Polynésiens, tu les regarderas au niveau des jambes, tous les surfeurs, ils ont des grosses cicatrices parce que dès qu'ils se ramassent, ils s'abîment les jambes. Pourquoi est-ce qu'ici le corail s'organise en récif, alors qu'en Méditerranée, on ne trouve pas de récif en tant que tel? Ce n'est pas le même corail. En Méditerranée, c'est le vrai corail, ce qu'on appelle le corail rouge, mais le corail rouge de Méditerranée ne construit pas de récif, parce qu'il n'abrite pas cette algue photosynthétique qui permet de construire les récifs coralliens. Ah, c'est la présence de cette algue qui fait que le récif existe en fait. C'est ça. T'as vu tous les poissons qu'il y a quand même? Il y a des couleurs électriques même, on a l'impression qu'ils sont, tu sais, qu'ils sont fluorescents ou phosphorescents. Ouais, la couleur dans le règne animal c'est quand même essentiellement un caractère de parade. Oui. Et en général dans les animaux, le poisson le plus coloré c'est le mâle. Le mâle il va préparer le nid, il va faire tout le travail, il va se mettre avec ses plus beaux atours. Oui. Et quand tout ça est prêt, il appelle une femelle et il lui dit viens voir chez moi si ça te plaît. Et si ça lui plaît, ben, la femelle va tapisser le nid de ses œufs, les œufs vont se coller sur les parois, et le mâle après il va arroser de sperme toute la détente de la femelle. Bon alors les œufs, ça va, ils n'ont pas encore éclos donc c'est bon, mais alors quand on voit le fond marin ici en dehors du récif, on se rend compte quand même que c'est pas du tout la même chose que dans le lagon. On a trouvé des larves ou des œufs de poisson à plusieurs dizaines de kilomètres d'un lagon? C'est très difficile de les échantillonner parce que le sont dilués. Le meilleur moyen d'échantillonnage c'est de regarder les estomacs des grands prédateurs. Dans les estomacs des grands prédateurs, comme tu entends par grands prédateurs? Les espadons, les maïmaïs, les thons, les bonites. Quand on pêche de ces poissons dans le grand large, on ouvre les estomacs et de temps en temps on trouve des jeunes larves de ces poissons qui viennent après coloniser les îles de corail. Ça paraît quand même insensé que des parents poissons en quelque sorte laissent partir leur progéniture au grand bleu, alors que peut-être que c'est justement là-bas qu'elles peuvent se perdre, dériver beaucoup plus loin et se retrouver par exemple, je sais pas, au Mexique. Non, mais il y a plusieurs hypothèses pour ça. Et une des hypothèses est de dire que les poissons exportent les larves dans l'océan pour que les larves soient à l'abri de la grande prédation qui se trouve dans le lagon. Et la deuxième hypothèse est de dire que les larves sont émises dans l'océan pour pouvoir coloniser, au contraire, un plus grand nombre d'îles différentes, pour la survie de l'espèce. Ne pas rester simplement en vase clos autour d'une île. Voilà, parce que s'il arrive une catastrophe dans une seule île, l'espèce peut disparaître. Tandis que si elle peut coloniser différentes îles, elle a de meilleures chances de survie. La nature fait bien les choses quand même. Oui. La nature fait très bien les choses. C'est quand même assez étonnant. Les larves sont obligées de dériver. Si jamais elles ne quittaient pas le lagon, est-ce qu'elles se développeraient de la même façon? Il y a quand même 5% d'espèces de poissons qui ont adopté une phase de reproduction qui se passe essentiellement dans le lagon. Et le meilleur exemple, c'est la famille des requins, qui eux, c'est une copulation directe. Et la femelle va donner naissance directement à des petits requins. Et les petits requins ne sont pas passés dans l'océan. Eh bien René, puisque nous parlons de l'océan, voici un sujet qui lui est exclusivement consacré. Rappelez-vous, il y a quelques mois maintenant, Guy Delage avait décidé de se laisser dériver au sein de l'océan Indien, à bord d'une sorte de laboratoire flottant, afin de mieux connaître encore ce qui se passe au sein d'une grande masse d'eau. Voici son compte-rendu en images. Singapour, janvier 98. Sur les quais d'un des plus grands ports du monde, un étrange engin attire les regards. À le voir, on ne sait pas s'il flotte ou s'il vole. Son concepteur, c'est lui, Guy Delage, 45 ans, l'homme qui a traversé l'Atlantique à la nage. Cette invention, il a en tête depuis des années. Un sous-marin expérimental intégrant laboratoire, centre de communication et espace de vie. Un rêve un peu fou. Le pari, se laisser dériver au gré des courants et des vents.
Aujourd'hui, après des mois de préparation, c'est la mise à l'eau du prototype, Ocean Observer. En haut, le flotteur de 10 mètres de long. Au centre, l'habitat en forme de poisson avec ses 2 gros yeux. En bas, le lest de 12 tonnes. Voilà pour la description. Maintenant, l'aventure peut commencer. Guy a choisi de mettre le cap à l'ouest. Il va suivre l'un des principaux courants de l'océan Indien, comme les dauphins et les poissons migrateurs. Au cœur de cet océan, la vie marine a été peu étudiée. Elle réserve certainement des surprises. Grâce à son prototype, Guy va permettre aux biologistes de mieux connaître cet écosystème. Dernier salut, c'est parti. Guy Delage est désormais seul au milieu de l'océan. Sa mission commence tout de suite. Il quitte le flotteur et rejoint l'habitat à 7 mètres sous l'eau. C'est par ce sas qu'il accède à son appartement des mers de 3 mètres sur 2, avec vue imprenable. Premier geste indispensable, allumer le compresseur afin d'alimenter la capsule en oxygène. Puis c'est la mise en marche des ordinateurs et des caméras automatiques. Dans les 10 premiers mètres, sa zone d'observation, Guy découvre une grande variété d'espèces. Intrigué par ce poisson d'acier, des mérous, des carangues, des bonites et même un banc de requins se pressent autour d'Ocean Observer. Cette grande concentration de requins gris est tout à fait exceptionnelle. Ils vivent d'habitude près des côtes et c'est la première fois qu'on peut les observer au large. La raison d'un tel rassemblement ? L'attirance des poissons pour tout corps dérivant. C'est ce qui permet à Guy Delage de les étudier tout à loisir. À environ 300 km des côtes, notre capitaine Nemo observe le comportement de ses nouveaux voisins. Comme prévu, il rend compte de ses observations à l'aide de moyens de communication sophistiqués. Ici, une visioconférence avec la Cité des Sciences à Paris brise un peu sa solitude. On va faire quand le courant sera dans le bon sens, j'appellerai quelqu'un, Agnès, qui aura charge de réveiller tout le monde. Guy mène une expérience inédite d'isolement en profondeur. Il doit s'habituer à une température ambiante de 31 degrés et un taux d'humidité de 100%. Claustrophobe, s'abstenir. Là, je viens de rester 5 ou 6 heures. Je pourrais remonter assez vite. Donc, je prends l'oxygène pour essayer de désaturer plus vite. Guy regagne la surface 1h30 par jour. En remontant, il doit respecter un palier de décompression. Doté d'une très bonne condition physique, le naufragé volontaire prend peu de repos. Bien sûr, il a 1000 choses à faire, mais cette hyperactivité a aussi pour but de prévenir les baisses de morale. Guy doit, par exemple, dresser un inventaire photo des espèces qui lui rendent visite. Malgré le stress et la solitude, la vie suit son cours. Il est midi local, enfin un petit peu moins, il doit être 11h30 véritable. Dans une demi-heure, je vais me préparer un petit plat de nourriture rapide. Et puis après, j'attaquerai tout ce qui concerne les mesures sur le point de compte. Aussitôt dit,
Aussitôt fait. Le choix est assez simple. Plat lyophilisé ou plat lyophilisé. C'est pratique, rapide et pour compenser la monotonie des repas, rien de mieux que la vue sur le grand large. Ensuite, un peu de lessive et un brin de toilette. Déjà, il est temps de se remettre aux expériences. Guy prélève quotidiennement du plancton. On en distingue deux sortes. Le zooplancton, ou plancton animal dont se nourrissent les poissons, et le phytoplancton, ou plancton végétal, une algue minuscule qui produit 80% de l'oxygène de la planète. Guy conserve ses échantillons dans le formol, afin qu'ils soient analysés par les scientifiques à son retour. Voici un moment privilégié dans la journée, la rédaction du carnet de bord. L'aventurier des mers y consigne la météo, ses observations, mais aussi ses joies et ses angoisses. Depuis quelques jours, l'océan est très agité et menace de rompre les attaches entre le flotteur et l'habitat. Guy plonge de plus en plus souvent pour vérifier si tout reste en place. Les câbles qui relient les deux parties d'Ocean Observer peuvent supporter une tension de 200 tonnes. Guy est inquiet, car il craint que le poids du lest additionné au choc des vagues excède cette tension limite. Le 13e jour, c'est la catastrophe. Tout a lâché. L'habitat a coulé à pic, emportant avec lui tout le matériel à 3000 mètres de fond. Guy a eu de la chance. Il aurait pu être à l'intérieur. Le flotteur n'est plus qu'un bouchon sur la mer. La mission est terminée. C'est pour lui une immense déception. Aujourd'hui, c'est le 18e jour de mer. J'ai perdu... c'est le 17e jour de mer. J'ai perdu l'habitat sous-marin depuis maintenant 4 jours. Bon, j'essaie de me concentrer sur le plancton. C'est pas facile, la mer est assez formée aujourd'hui par exemple. Et cette nuit, plusieurs fois, j'ai eu des craintes de chavirage parce qu'elle était très très escarpée. J'en ai un peu marre là, j'en ai vraiment marre même parce que toute cette énergie mise depuis 2 ans pour ce naufrage et puis toutes ces souffrances jusqu'au naufrage en fait, c'est difficile à admettre, d'autant que ça a des implications financières bien entendu et que le retour à terre va être terriblement difficile. La mer se calme. L'assistance est déjà en route. Dans quelques heures, normalement, le bateau doit venir me chercher. Il était, il y a 1 heure, à une 60aine de milles environ. L'équipage sri-lankais étudie la position exacte d'Ocean Observer. Sur le pont, le capitaine et son second organisent sa récupération. Ils optent pour le remorquage. À 4 heures du matin, Guy se signale par un fumigène. Soulagement général. Malgré la mission écourtée, il a le sourire aux lèvres, rassuré de quitter son flotteur à la merci d'un chavirage. L'équipage l'accueille en héros. Fatigué, il se joint néanmoins à la fête improvisée.
Après une nuit réparatrice, Guy et Léon Copy, le constructeur du prototype, se penchent sur les défaillances du système d'attache. Tirant les leçons de son aventure, Guy reste persuadé que son expérience va ouvrir de nouvelles perspectives pour la construction d'habitats sous-marins. Une épopée qui, de toute façon, n'aura pas été vaine, puisque les prélèvements de plancton ont pu être sauvés et seront étudiés en France. Un dernier regard sur Ocean Observer, Guy Delage a déjà d'autres projets en tête. On a parlé donc de la reproduction des poissons au sein du lagon, et donc toi, si j'ai bien compris, tu t'occupes ici de les capturer en fait, ces fameuses larves qui vont revenir. Exactement. Un soir où par hasard je me promenais sur cette crête à la tombée du soleil, j'ai eu l'idée de mettre un petit filet sur ce récif, et je me suis aperçu au bout de quelques minutes que j'avais beaucoup de jeunes poissons qui rentraient dans mon filet. On a mis en place des systèmes de plus en plus perfectionnés, et on s'est aperçu que c'était une véritable colonisation du récif qui se faisait par ces jeunes larves qui reviennent après leur développement dans l'océan pour peupler le lagon et remplacer les peuplements adultes. Alors Vincent, ici on est donc sur ce fameux récif qui est en fait beaucoup plus large que ce que je pensais. Moi je pensais que c'était un récif de corail le long d'un lagon, c'était une bande de 2 mètres à peu près, pas davantage. Alors là c'est un récif qui fait combien de mètres de large à peu près? Oh, celui-là il fait une vingtaine de mètres de large. Donc c'est à partir de quand que ces larves vont arriver? En fait le soleil va se coucher dans 25 minutes. Et environ 10 minutes après ce coucher du soleil, c'est-à-dire dans 35 minutes, les premières larves vont commencer à rentrer. Avec si peu d'eau sur le... Parfois avec si peu d'eau, mais ce qui se passe, c'est que l'eau va remonter très doucement, parce que la marée est très faible en Polynésie, mais elle va remonter quand même d'environ 20 à 30 cm. Donc ça, cette pellicule d'eau de 30 cm sur le récif va permettre aux larves de rentrer dans le lagon. Quand on est scientifique, on ose se mouiller quand même, parce que dis donc... Voilà, mais j'aurais mieux fait de venir en maillot de bain. Alors donc ici on est au bout du filet. Hein. Voilà. C'est en fait une armature lourde quand même. Hein. Moi je pensais que c'était des filets plutôt légers quand René m'en parlait. Mais c'est une armature lourde et pour cause, on est face à l'océan, face aux vagues qui peuvent faire jusqu'à 4 ou 5 mètres de haut. Et donc il faut quelque chose d'extrêmement résultant. Vraiment à devenir noir. On peut déjà penser que les larves commencent à arriver ou bien c'est pas encore l'heure? Là, elles vont très bientôt arriver. Hein. Je pense que d'ici 5 minutes environ, les premières larves vont commencer à passer parce qu'en fait, elles arrivent à la fin du crépuscule et leur nombre va progressivement augmenter jusqu'à la nuit noire complète. Je te propose qu'on aille se reposer un peu à terre, Vincent, et puis avec toi et puis tous ceux qui t'accompagnent, on y retourne tout à l'heure? D'accord. Ben, à tout à l'heure. On va voir donc la colonisation de ce récif par ces petites larves. Ça va être un beau spectacle, à mon avis. Allez, direction Montréal. Tu vois Olivier, grâce à Steve, on est capable d'avoir des superbes images des différentes larves qui arrivent en fait dans les filets de crête la nuit. Et ici, nous avons notamment une des espèces que l'on pourra peut-être voir ce soir, qui est un azo. Et c'est un poisson qui est assez grand, hein, qui fait 4-5 cm. Cette larve vient de l'océan, donc elle n'est pas encore métamorphosée, elle est encore complètement translucide. Le trait rouge qu'on voit ici, en fait, c'est son aorte. Toute cette partie qui est un peu entre une couleur dorée et une couleur argentée, c'est un camouflage. C'est un camouflage océanique, exactement comme une bulle d'air dans l'eau. Ça donne l'illusion d'une bulle d'air. Ça donne l'illusion d'une bulle d'air, ça donne l'illusion de quelque chose qui n'est pas un petit poisson très appétissant, par exemple pour un thon ou pour d'autres prédateurs qui se trouvent dans l'océan. Je vais te montrer des larves qui sont vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui sont les larves qui sont invisibles tellement elles sont petites parce qu'elles font la taille d'une tête d'épingle ou d'une tête d'allumette.
mâle-là, qui est extraordinaire avec ses grandes taches de couleur, mesure en réalité 1 cm de long. Et tu vois qu'il y a des grandes parties du corps qui sont encore translucides. Et donc, quelque chose d'1 cm de long avec des excroissances comme ça, à moitié translucides, la nuit, on risque de ne pas pouvoir les voir. Elles sont toutes petites, mais elles sont très très abondantes. Et donc, si tu veux, on pense que si la mortalité est très importante chez des poissons comme le gros naseau, qui arrive assez grand, elle doit être encore plus importante chez des larves toutes petites. Et peut-être qu'au lieu d'avoir 1 sur 10 qui survit, c'est 1 sur 100, voire parfois peut-être même 1 sur 1000. On n'en sait rien. Alors voilà, ici la métamorphose s'accompagne plutôt d'une intensification des couleurs. Le matin il arrive transparent et le soir il est tout jaune. Il va encore devenir jaune plus intense parce que là on voit encore un petit peu par transparence le vaisseau sanguin et puis un peu la couleur qui va derrière. La pigmentation pour ce poisson-là, comme pour toutes les autres larves qu'on a vues sur cet écran, ne s'opérant à chaque fois que parce qu'ils arrivent au récif. Exactement. C'est-à-dire qu'ils resteraient en océan, en milieu océanique, pas de transformation possible ou envisageable. Ou bien transformation possible parce que s'il se transformait de cette couleur-là dans l'océan, c'est la mort instantanée. Il serait immédiatement mangé. Le sol du récif est tapissé d'oursins. Mais pas des oursins comme chez nous. Ici, ils sont plus vicieux. Ils ont des très très longues épines. C'est là où on voit que les larves sont courageux. Ces poissons sont en fait fragiles quand ils arrivent. En fait, on aurait pu les tuer facilement. On aurait pu les tuer, si on était des poissons, on aurait pu en faire qu'une bouchée. Étonnant aussi de voir à quel point, alors qu'il est donc arrivé depuis peu de temps, ce naseau, quand on l'a chopé là dans l'eau, il était là depuis quoi, quelques minutes sans doute. Ah oui, il venait juste de franchir. Et tout de suite, il a le réflexe de se cacher éventuellement dans les patates qui sont aux abords du récif. Oui, tout à fait. Donc, programmé en fait. Il est programmé, c'est son instinct qui l'a poussé d'abord à arriver près des récifs et à franchir la partie superficielle du récif au milieu des vagues finalement et à atterrir dans le lagon, et ensuite c'est toujours son instinct qui le pousse à se cacher très probablement dès qu'il se sent un peu inquiété ou menacé. Après le beau spectacle que nous venons de voir là, je vous propose de partir dans des eaux beaucoup moins chaudes. On va dans un autre océan, l'Antarctique, et là figurez-vous que grâce au phénomène de l'évolution, des poissons qui se sont retrouvés prisonniers ont évolué différemment afin de pouvoir vivre dans des eaux glaciales. Regardez. Au sud du sud, un navire dans les eaux tourmentées de l'océan austral. Un monde de tempêtes au nom célèbre, 40e rugissant, 50e hurlant, 60e sifflant. Nous sommes sur l'Astrolabe, le seul bateau qui, depuis la Tasmanie au sud de l'Australie, assure une liaison avec le continent blanc pendant le bref été antarctique. Une traversée toujours périlleuse, avec des vagues de 10 mètres, des vents de 150 km/h. Le temps se gâte au point de devoir fermer les sabords. Rien d'une croisière d'agrément pour l'équipage, et encore moins pour Guillaume Lecointre, spécialiste des poissons au Muséum national d'histoire naturelle, embarqué pour sa première mission. La mer s'apaise enfin, mais un autre danger menace, les icebergs qui encombrent l'océan en ce début d'été. L'océan austral est un monde à part. Un système de courants circulaires l'isole complètement des autres océans. Entre les eaux tempérées du nord et les eaux froides du sud se dresse une invisible mais bien réelle frontière. Quand c'est la première fois, c'est impressionnant, c'est très beau. Ça faisait 4 ou 5 ans que la mission était programmée. Elle a été retardée, mais cette fois-ci, on va pouvoir travailler, ça y est. Si le temps est bon, on va pêcher, on va attraper des poissons. Et dans la mesure du possible, tous ceux qu'on va attraper, on va les préserver vivants en aquarium et ensuite effectuer un certain nombre de prélèvements. Et puis ces poissons seront
mis en formol pour les collections du Muséum national d'histoire naturelle. Notre travail, c'est d'expliquer la diversité de la vie en fonction de son histoire, les relations de parenté entre organismes vivants et les scénarios évolutifs qui ont conduit à faire en sorte que les animaux sont ce qu'ils sont de nos jours. La porte de l'océan austral, c'est la convergence antarctique, au-delà de laquelle s'étend le milieu polaire. La faune a dû s'adapter à des conditions de vie extrêmes. On trouve à l'intérieur de la convergence antarctique 274 espèces de poissons et la grande majorité d'entre eux sont des poissons endémiques du pourtour du continent, c'est-à-dire qu'on ne les trouve que là. Et ils sont emprisonnés dans cette convergence, ils ne passent pas dans la zone nord. Ils sont particulièrement intéressants puisqu'ils ont développé toute une série d'adaptations à la vie en eau très froide. Après 6 jours de mer, dernière étape en hélicoptère pour rejoindre la station Dumont d'Urville, en terre Adélie, base de la recherche française en Antarctique, à 13 000 km de Paris. C'est sur cette petite île rocheuse que l'Institut français pour la recherche et la technologie polaire a installé ses bâtiments. Chercheurs et techniciens y assurent une permanence, 30 personnes durant l'hiver, mais une centaine en été. Avec pour seule compagnie les manchots. La base fonctionne comme une petite ville autonome. Elle produit son eau, son électricité, conditions extrêmes obligent. Laboratoire, réfectoire, dortoir, Guillaume s'installe. Le confort est spartiate, mais la vie organisée dans les moindres détails, jusqu'aux vêtements polaires fournis par la base. J'aime pas le rouge, j'aime pas le bleu, mais ça va être chaud. Première sortie en mer. Les biologistes récoltent des échantillons de plancton qui prolifèrent à la faveur de l'été. C'est la principale nourriture des manchots. L'équipe prépare les casiers qui serviront à la capture des poissons. Guillaume s'initie au métier. Entre un microscope et un nœud marin, il y a un monde. Sur la manipulation des engins de pêche, ça va venir. Mais en quelques heures, avec l'aide des anciens, ces gestes se font plus sûrs. Deuxième jour de pêche, Guillaume est plus à l'aise. Les pêcheurs déploient leurs filets, toujours en quête de l'énigmatique poisson des glaces. On est à quelle profondeur? On peut monter à 120 là, vous étiez à 140. Avec le poids? Ok. Ok, parfait. Les filets posés, il faudra attendre 8 heures pour les relever. Pendant ce temps, retour à la base pour l'apéritif. Ici, les repas sont particulièrement soignés et les plaisirs de la table font oublier l'éloignement et la fatigue des longues journées de travail que nulle nuit ne vient interrompre. Les chemises rouges et noires ne sont pas un effet de mode. Elles désignent les petits nouveaux. En regagnant le bord, Guillaume bout d'impatience. Voir enfin un vrai poisson des glaces après 5 années à étudier l'animal à partir de spécimens conservés dans le formol.
enfin un poisson. Déception, ce n'est pas un poisson des glaces, seulement une espèce proche. Mais la curiosité du biologiste est intacte. Trematobus ansoni, c'est une femelle et elle est prête à pondre. On va la laisser tranquille. Malgré tout, cette prise est utile pour ses recherches et mérite un examen plus approfondi à la station. Ici, on a attrapé Trematobus ansoni de la famille des Notothenidae. C'est un poisson qui est adapté aux eaux très froides du pourtour du continent antarctique. La famille à laquelle il appartient est sur les eaux du continent depuis plus longtemps que ne le sont les poissons de glace proprement dit. Il a des protéines antigel dans le sang qui bloquent la formation des cristaux de glace. Contrairement aux poissons des glaces, il n'a pas encore perdu son hémoglobine. Il a bien une hémoglobine fonctionnelle et on voit que son sang est rouge. Guillaume fait quelques prélèvements de tissus qui seront conservés dans l'alcool pour être étudiés plus tard en laboratoire. Hier, on a ramené seulement 2 poissons. Alors là, on va essayer d'en avoir plus. Le lendemain, 3e tentative. Plus au large cette fois. Guillaume, il y a eu combien de poissons? Premier lot de casier, 4 poissons. Deuxième lot de casier, 1 poisson. Le filet, 5 poissons, dont un Chilodraco amatus. Enfin, le voilà. Après tant d'efforts, un poisson des glaces. Le fascinant animal au sang blanc, bizarrerie de l'évolution, s'offre enfin à nos yeux. Alors ce qu'on peut remarquer d'emblée, le trait le plus remarquable chez cet animal, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'hémoglobine dans le sang. Le sang est incolore. Alors on le voit tout de suite si on ouvre la gueule. L'intérieur de la gueule est complètement blanc, alors qu'habituellement chez tous les autres poissons, l'intérieur de la gueule est rouge, et en particulier sur les branchies, là où normalement l'hémoglobine vient chercher l'oxygène. Donc les branchies en général sont très rouges. Bah ici, en fait, on voit que les branchies sont tout à fait blanches. Donc chez ces poissons qui sont partiellement sous-oxygénés parce qu'il n'y a pas de transporteur d'oxygène dans le sang, il existe un phénomène de compensation par l'augmentation du volume du cœur. Et ici, on voit bien le tronc aortique et le cœur, dont la taille est largement supérieure à celle à laquelle on s'attendrait pour un poisson de cette masse. De ces échantillons de tissus conservés dans l'alcool, on isolera plus tard au muséum les gènes qui permettront de reconstituer la longue histoire de l'évolution de cet incroyable animal. Grâce à l'analyse des gènes que l'on compare entre différentes espèces de ces poissons, on a pu constater que le groupe auquel appartenait le poisson des glaces est apparu il y a une quarantaine de millions d'années. Il y a 40 millions d'années, l'Antarctique était entraîné vers le sud par la dérive des continents. L'océan austral se refroidissait. Le poisson des glaces a dû s'adapter à ces conditions extrêmes sous peine de disparaître. Donc on a là un groupe de poissons qui se diversifie brutalement il y a 40 millions d'années avec des protéines antigel et un continent qui refroidit. Donc un scénario cohérent sur l'adaptation des organismes au refroidissement d'un continent particulier qu'est le continent antarctique.
toucher, c'est pas dangereux, hein? Non, non, pas du tout. En fait, c'est des poissons qui sont quand même assez grands, comme on l'a dit, et qui sont quand même capables de nager très très bien. Oui. Il y a des expériences, par exemple, que viennent de faire les Australiens, qui ont montré d'ailleurs que plusieurs de ces espèces qui sont dans ce bac actuellement sont capables de nager 400 km sans s'alimenter et sans s'arrêter. Là, tu vois, il y a donc le poisson qu'on a vu hier soir. Et tu vas le reconnaître, il est un petit peu plus coloré maintenant, mais on reconnaît toujours cette forme. Et là, il est beaucoup plus vif aujourd'hui. Oui, mais il est moins translucide que cette nuit déjà. Voilà, il commence à se colorer un petit peu, il devient un petit peu verdâtre. Hein, c'est un poisson qu'on appelle ici le houmé et qui est très apprécié dans la cuisine polynésienne. Et ça c'est marrant, ça c'est un poisson trompette. C'est également un poisson qu'on a pris donc hier soir dans le filet, qui lui peut devenir aussi très grand, hein. Ça peut faire pratiquement 1 mètre de long. Mais étonnant. Il est tout allongé et lui, hop là, le pauvre. Vas-y, remets-le. Lui, il est plus nerveux déjà. Ouais, il est un peu plus nerveux. Mais tu vois qu'il est encore transparent. Pourquoi les parents qui sont restés ici, d'emblée, par réflexe, ne protègent pas ceux qui reviennent en se disant « touche pas, c'est à moi ça », par rapport aux prédateurs? Pourquoi ça ne s'organise pas comme ça? Ce sont des stratégies différentes parce que par exemple au niveau des mammifères, il y a une reproduction qui donne peu d'individus finalement, mais on les protège beaucoup. Donc peu de jeunes mais très protégés. Alors qu'il y a d'autres espèces où alors on a des reproductions énormes avec par exemple ces espèces-là, ça peut faire quelques milliers ou voire quelques millions d'œufs, un seul individu. Mais finalement quel est l'objectif de ces quelques millions d'œufs? C'est qu'il y en ait deux. C'est qu'il y en ait un pour la femelle et un pour le mâle qui remplace pour que ce soit en équilibre. Donc finalement sur le million d'œufs qui vont être envoyés dans l'océan, l'important c'est que ceux qui reviennent, ce soit quelques centaines, et puis ceux qui passent le cap, je dirais, pour arriver à la reproduction, ce soit 2 finalement pour être en stade d'équilibre. Donc c'est un système, je dirais, de stratégie de reproduction qui est différent. Est-ce que donc cette pêche sur le récif de corail permettrait éventuellement de, je sais pas, sauver une partie de ces poissons qui meurent par prédation justement? C'est notre plus grand souhait. De toute façon, nous sommes ici pour faire de la recherche fondamentale, mais si cette recherche fondamentale peut servir à quelque chose pour le territoire de la Polynésie française, c'est notre plus grand souhait. Donc maintenant, nous avons la preuve que les poissons rentrent en abondance dans les lagons, mais effectivement, il y a une mortalité très importante dans les premiers jours de leur vie dans le lagon. Donc ce que je propose maintenant au gouvernement de la Polynésie française, c'est d'utiliser cette technologie de capture de ces poissons sur les crêtes récifales, et ces poissons de les mettre en élevage et après les utiliser dans différentes filières qui économiquement seront intéressantes pour le territoire. Mais avant cette mission, est-ce qu'il y avait vraiment une urgence? Est-ce qu'un danger guette des lagons comme celui de Moorea par rapport à une surexploitation de ces ressources? Mais on a des exemples, par exemple aux Philippines, où les récifs sont complètement surexploités. Et que, si tu avais plongé aux Philippines, tu as les massifs de coraux, tu as les patates, mais autour, il y a presque plus de poissons. Donc en Polynésie, nous disons, nous les scientifiques, attention, préservons les lagons, il faut que les poissons continuent à rentrer et à se maintenir dans ces lagons polynésiens. Bien, donc évitons que les lagons ne deviennent comme la forêt amazonienne en fait, un problème d'écologie important. Exact, oui. Bon, je voulais te remercier infiniment, toi et puis tous ceux qui t'entourent ici à Moorea. Et puis vous dire qu'on avait été ravis de s'intéresser à cette mission, qui j'en suis sûr vous a étonné à plus d'un titre, parce que comme quoi la recherche, quand elle s'intéresse à des choses qui sont petites par rapport à l'échelle humaine par exemple, des larves c'est pas très grand, eh bien peut mener néanmoins les êtres humains à s'intéresser davantage à la nature d'abord, et puis au cycle de vie en général, et le respect de la vie c'est quand même une chose importante. Je pense que tu as très bien conclu. Écoute, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, bien entendu, pour une autre mission au sein de ces nouveaux mondes. Et puis, quand on parle du lagon, je vais t'avouer une chose, c'est que j'aimerais bien qu'on y fasse un dernier petit plongeon.